16e webinaire organisé soutenu par le Parlement européen, le bureau en France, et le 3e webinaire organisé par les centres Europe Direct des Pays de la Loire. Alors, les centres Europe Direct, je vous le rappelle, sont des structures qui informent les citoyens en région sur les questions européennes. Donc, notre bureau du Parlement européen est ravi d'avoir pu organiser pendant la période du confinement et encore un peu maintenant des webinaires sur la réponse de l'Union européenne à la crise du Covid-19. Donc, il y a 5 centres Europe Direct en Pays de la Loire, en Sarthe, Mayenne, Loire-Atlantique, Vendée, et en partenariat aussi avec la Maison de l'Europe de Sarthe, Claire Manceau qui est avec nous. Notre webinaire sera animé par Olivier Brunet, qui est membre de ce qu'on appelle dans le jargon européen un Team Europe, c'est-à-dire une sorte d'expert qui fait des conférences sur l'Europe et qui anime ce genre de webinaire. Vous étiez aussi ancien fonctionnaire de la Commission européenne, donc vous continuez votre engagement à la retraite, je vous en félicite. Nous avons invité pour parler, alors dans les 3 webinaires que j'ai déjà organisés dans les Pays de la Loire, vous avez déjà traité avec Valérie Hayet le 6 mai. Vous avez organisé aussi le 8 juin avec Marie-Pierre Vedrenne et Guillaume Roty de la Commission européenne, qui lui est un fonctionnaire, la réponse sur la crise économique, enfin le processus, enfin un petit peu débroussailler un petit peu ce plan de relance européen. Et puis aujourd'hui, nous aborderons plus spécifiquement ce plan de relance, mais sous l'angle du pacte vert, pour voir si cette relance tiendra les promesses de l'Union européenne sur une orientation vers une la protection de l'environnement et surtout la réponse au changement climatique. Alors, pour parler de ce sujet, nous avons invité 2 députés européens que je remercie d'être présents. Alors, Éric Andrieux, bonjour. Vous êtes, vous, député européen depuis 2012, si je ne me trompe pas. Donc, vous êtes un député européen déjà aguerri à toutes les procédures et à la politique européenne qui se développe dans ce Parlement. Vous avez été membre de la Commission agriculture depuis longtemps, mais vous avez aussi eu une fonction spécifique lors de votre mandat précédent, qui était d'être le président de la Commission spéciale sur l'autorisation, la procédure d'autorisation des pesticides. Donc, c'est un sujet extrêmement important sur lequel peut-être on reviendra encore. Vous êtes aussi vice-président du groupe des sociodémocrates au Parlement européen, donc vous êtes issu du Parti socialiste en France et membre de ce groupe au Parlement européen qui est le 2e groupe dans l'hémicycle européen après le Parti populaire européen. Mais je ne vais pas vous faire l'hémicycle aujourd'hui parce que sinon on n'aura peut-être pas assez qu'elle nous rejoindra par la suite. Mais comme ça, nos auditeurs sauront qui est la 2e députée invitée. Michèle Rivasi, elle est membre au Parlement européen depuis 2009. Elle est membre du groupe des Verts. C'est une députée européenne qui a aussi été députée nationale de la Drôme et qui a, je dirais, concentrer ses activités, qui est une spécialiste aussi des questions de santé publique et qui a notamment démarré sa carrière sur enfin, je dis etc., mais il y aurait beaucoup aussi à développer, mais Michèle se présentera elle-même. Et enfin, nous avons Marie Chureau aussi avec nous, donc on est ravis de vous accueillir, Marie. Vous êtes membre du mouvement Youth for Climate. Et vous apporterez un regard plus jeune et plus militant, bien que nos députés européens soient aussi très militants, je pense, sur ce débat. Moins jeune. Voilà, oui, mais moins jeune, ça c'est sûr. Donc voilà, je vais laisser la parole à Olivier Brunet. Juste 2 mots pour dire que le webinaire
que nous le partageons évidemment sur notre Facebook du Bureau du Parlement européen en France, ainsi que dans les autres centres Europe Direct des Pays de la Loire. Donc, vous pouvez vous poser vos questions via ce chat, mais aussi dans le Facebook Live. Je pense que Claire Manceau sera là aussi pour nous relayer vos questions. Vous pourrez revoir aussi ce débat sur notre chaîne YouTube, puisque nous y déposons toutes les vidéos des webinaires que nous avons organisés depuis cette période de crise du Covid-19. Olivier, je vous laisse la parole pour animer ce débat. Merci beaucoup Isabelle. Je vais à mon tour remercier le Parlement européen pour l'action de sensibilisation qui est faite et conduite en ce moment, et puis remercier nos 3 intervenants, même si la 3e va nous rejoindre d'ici peu de temps. Je vais saluer les 80 inscrits à ce webinaire. Il y a 50 participants actifs pour l'instant. C'est des gens qui nous ont suivis dans les 2 webinaires précédents ou non, puisque les thématiques sont nous allons garder de la spontanéité avec nos intervenants. Les intervenants savent comment nous allons nous organiser grosso modo, mais ils n'ont pas eu les questions à l'avance, donc les réponses seront aussi plus spontanées. Je vais vous présenter aussi, ceci a été fait par Isabelle, mais je le refais Claire Manceau, avec qui je vais faire la co-animation, notamment sur le volet des questions et des réponses. Voilà, alors Madame Rivasi va nous rejoindre, Michel Rivasi va nous rejoindre dans quelques instants, mais nous allons débattre en 3 temps. Avant de faire les 3 temps, je vérifie que votre carte de visite, vous vouliez la compléter le cas échéant. Éric Andrieux, Marie Chureau, voulez-vous ajouter un mot? Marie? Non, ça va. C'est bon. Oui, non, ça va. Isabelle a bien fait les choses, donc, comme l'accoutumée d'ailleurs. Voilà, on ne peut que s'en féliciter. Bon, vous vous retrouvez bien dans cette carte de visite. Et donc, avec ce trio, nous allons essayer d'organiser la question de la relance verte, qui est un eu beaucoup de questions sur les grands enjeux. Vous allez voir qu'on va essayer de vous promener, je dirais, sur les fondamentaux, croissance ou décroissance, relance, jusqu'à quel point, les thématiques de l'emploi, les thématiques de l'énergie, les thématiques du soutien aux entreprises, les thématiques des consommateurs. Nous ne pourrons pas tout couvrir, mais vous aurez un petit panel, je dirais, assez représentatif des questions telles qu'elles nous sont venues par les auditeurs et participants des Pays de la Loire. Nous essaierons d'y consacrer environ 25. Nous garderons un bon rythme si nous pouvons jouer avec des questions appelant des réponses de l'ordre de 3 minutes. Comme au Parlement, on est très qualifié pour le faire et vous pouvez en prendre 4 ou 5, mais enfin, on essaye de ne pas abuser de façon à avoir vraiment un jeu dynamique de questions-réponses. Et puis, nous allons garder un 2e bloc de questions-réponses sur le thème des dépenses, en s'interrogeant sur la mise en œuvre d'un Green Deal, sur quoi devrions-nous, pouvons-nous espérer porter les dépenses? Et dans les dépenses, il y a effectivement aussi une série de questions des participants. Et ça, on va y consacrer environ 15 minutes. Et puis, nous garderons 10 minutes pour la question des recettes et des ressources propres, sur lesquelles nous avons eu assez peu de questions, mais je ne m'en étonne pas parce que la question est diablement technique et les gens ne peuvent pas imaginer, je dirais, tous les enjeux qui se posent derrière le budget européen. Mais naturellement, une Europe plus ou moins verte ne peut que dépendre de ressources propres plus ou moins vertes. Et là, il y a des grands enjeux sur lesquels vous aurez certainement des éléments de réponse intéressants, que l'on parle de taxe carbone. Claire et moi, on va vérifier que nous restons à peu près dans ces tempos. Et donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Claire qui va vous faire une première série de questions. Et puis
Michel Rivasi va nous rejoindre et de toute façon, je n'ai pas de difficulté à penser qu'elle va sauter sur la question qui arrivera quand elle sera avec nous. Si vous en êtes d'accord sur la méthode, est-ce que cette méthode vous convient? Très bien, parfait. Bon. Eh bien, Claire, je te donne la parole. Merci. Merci. Peut-elle soutenir la décroissance plutôt que le greenwashing? Donc ça, c'est une question de Rachel de Mayenne. Et une deuxième question de Domitille de Vendée qui est comment combiner réponse rapide à l'urgence écologique et reprise de la croissance? Donc là, on est vraiment dans les grands enjeux avec une interrogation croissance ou décroissance. Alors, si la question m'est destinée, je vais essayer d'amener quelques éléments, peut-être pas de réponse, mais dans tous les cas de positionnement. Déjà, la question de la croissance, elle est bien sûr elle est au cœur du débat. Mais la question de la croissance, elle pose la question, et ça c'est un préalable, des indicateurs. Aujourd'hui, la société est organisée autour d'un indicateur principal, qui est le produit intérieur brut. Et peut-être que la question liminaire, la question de croissance ou de décroissance, c'est peut-être de prendre en considération le fait que le monde change, que si le monde change, peut-être faut-il que l'on revienne sur la question de la définition des indicateurs. Et que, par exemple, moi, je fais partie de celles et ceux qui militent pour comment dire, un panier d'indicateurs beaucoup plus large libéral du monde, et qui est celui du produit intérieur brut. Et je pense qu'il y a des indicateurs de bien-être, de santé humaine, on le voit là dans la crise du Covid, d'environnement à tous les niveaux d'ailleurs, donc c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les aménités positives en agriculture par exemple, c'est-à-dire le rapport au sol, le rapport à l'eau, le rapport à l'air, et que tous ces éléments-là, de mon point de vue, devraient entrer de décroissance. Je pense que c'est là où il faut redéfinir le sens des mots. La croissance, si on la définit uniquement sur une société financiarisée, effectivement, donc c'est une lecture, ce n'est pas la mienne. Donc aujourd'hui, le modèle sur lequel nous sommes aujourd'hui a vécu, c'était mon point de vue, et qu'il faut élargir la question. Voilà. Et qu'effectivement, il faut produire de la richesse. Alors, produire de la richesse pour la répartir, c'est ce qui nous est enseigné depuis quand même une quarantaine d'années ou plus, donc ça se saurait. Le problème, c'est que ce modèle-là, autour d'une croissance et autour de l'indicateur quasiment unique, c'est que ça a généré de la richesse et que cette richesse, elle ne s'est pas répartie pour le moins de façon équitable et qu'on a renforcé le delta, j'ai envie de dire, entre une frange infime de la on parle de 1%, on parle de 80%, et on a une paupérisation d'une grande masse de la population, donc, et que c'est un sujet majeur. Déjà en termes de richesse produite, de redistribution de la richesse. S'ajoutent à ces éléments-là les éléments que je viens d'évoquer, donc liés à l'environnement et à notre bien-être, j'ai envie de dire. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que la question de l'indicateur autour du bien-être, les stratégies à venir en dépendent. Et c'est là où je crois, on va y venir certainement dans le débat, que l'approche que nous ayons de construire au niveau communautaire, avec à la fois le pacte vert d'un côté, le Green Deal, mais à la fois des stratégies qui en découlent. Hein. On va parler certainement de stratégie de biodiversité, de stratégie Farm to Fork. Donc voilà, et des outils opérationnels donc, vont nous conduire de financement à la fin de notre échange. On va bien voir qu'il y a des possibilités, comment dire, de produire des moyens, donc, sans forcément faire peser cette stratégie-là sur les citoyens contribuables européens. Voilà. Et que peut-être il est temps, aujourd'hui, en matière d'équité ou d'égalité ou de redistribution, donc, de remettre, comme je me plais à le dire souvent, non pas et je crois que le pacte vert fait partie de ces enjeux-là, et ensuite comment nous y parvenons. Et là, il y a des choix, d'ailleurs, qui sont discutés aujourd'hui au niveau communautaire, et on le verra tout à l'heure sur la partie dépenses-recettes, donc, pour lesquels, effectivement, suivant du pays duquel on parle, on n'a pas forcément le même regard. Ce qui me paraît une évidence, et je vais arrêter là parce que je suis très long, c'est que, comment dire, la vision libérale
et je le crois, une vision qui est révolue. Et qu'on doit revenir au sens des questions je dirais, d'une valeur très écologique, j'ai envie de dire écologiste, c'est de l'être dans le milieu. Donc, l'être dans le milieu, c'est-à-dire c'est nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Il ne faut pas se marginaliser par rapport aux données environnementales. Sans cela, on va être exclu de l'enjeu de la biodiversité. Or, nous sommes partie intégrante de la biodiversité. Bon, effectivement, je comprends tout ce que vous dites, Monsieur Andrieux. Si je vous poussais un petit peu dans les retranchements avant de laisser la parole à Marie Chureau, évidemment, je sais, moi, par exemple, en termes d'indicateurs sur la politique régionale, à quel point le débat est répétitif pour dire que le PIB ne suffit pas. Beaucoup de gens souhaitent modifier les indicateurs. Maintenant, trouver un consensus à 27 sur le changement d'indicateur, c'est diaboliquement compliqué. Oui, mais c'est exactement le problème qui est posé aujourd'hui, d'ailleurs depuis le début de la crise. C'est-à-dire que vous aviez bien vu le débat qui a eu lieu sur la question de la mutualisation donc de la dette, c'est un sujet majeur. Ça veut dire que tant que l'on... Aujourd'hui, moi j'appartiens à ceux qui pensent, je vais mesurer mon propos, que l'enjeu s'est déplacé au niveau communautaire. C'est-à-dire que entre le moment où nous avons créé l'Union, on a fêté cette année de belles années anniversaires, et aujourd'hui, la question, c'est certes encore le marché intérieur, mais je pense que ce n'est plus la question matricielle, la question majeure. Le problème que nous rencontrons, je crois, au niveau communautaire, nos interlocuteurs, c'est la Chine aujourd'hui, c'est l'Inde, c'est le Brésil, c'est les États-Unis, c'est la Russie. Et dès lors qu'on va parler d'environnement ou de pacte vert, il faut qu'on change d'échelle. Et que bon nombre de représentants dans nos États membres, je le crois, pour des raisons historiques, n'ont pas pris la mesure, telle est ma lecture, du changement d'échelle, du changement d'enjeu. C'est-à-dire que la question préalable à tous les débats, c'est de savoir, de mon point de vue, quelle place veut jouer l'Union européenne ou le continent européen à l'échelle intercontinentale. Est-ce que nous voulons être un continent d'équilibre et donc un interlocuteur avec les autres continents, parce que c'est à cette échelle-là, je le pense que le débat se situe, et à ce moment-là, il faut donner des moyens, sans commune mesure avec ceux que nous connaissons. Mais on ne passera pas ça le saut fédéral au niveau communautaire. On va voir comment on peut dire, oui, à 27 c'est difficile, parce que nos histoires sont différentes. Mais le moment, je le crois, est venu de franchir un pas supplémentaire. Et le débat que nous aurons tout à l'heure sur les ressources propres, pour moi, sont au cœur. Au cœur, c'est un sujet qui est majeur et, je le redis, matriciel de l'Europe en devenir. Soit nous sommes en capacité de réinvestir le commun, ce n'est pas ce qui se passe pour la PAC, on va peut-être en discuter, et effectivement là, on va donner de l'élan nouveau à l'enjeu européen, à la place que nous devrions avoir à l'échelle mondiale, soit nous ne sommes pas capables de réinvestir le commun, et l'Europe va jouer un petit rôle, c'est-à-dire que là, je vais devenir pessimiste, du coup. Je suis très inquiet de l'avenir de l'Union. Parce que la question de toute l'organisation, l'industrie autour de la santé, on voit bien qu'on a laissé filer un système. Je vais prendre un exemple, et je vais arrêter là mon propos, que je connais moins mal. L'exemple de la sécurité alimentaire. Au moment où nous parlons, par manque de stratégie politique communautaire, au moment où nous parlons, nous avons, vous savez qu'en matière de sécurité alimentaire, ce qui la mesure, c'est les stocks, et en particulier les stocks de céréales. Voilà, c'est comme ça qu'est basé le marché international. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Au moment où nous parlons, nous avons le double du stock de céréales que nous avions en 2007 à l'échelle mondiale. Il n'y a pas de problème de stock donc, pour nourrir la planète. Mais, c'est que 55% du stock est stocké d'autonomie alimentaire. Au moment où nous avons, nous, en Europe, 43 jours d'avance d'autonomie alimentaire. C'est un petit peu l'histoire de la cigale et de la fourmi, si vous voulez. Donc, sous prétexte qu'on est un continent riche, on pense qu'on peut acheter, si vous voulez, aux autres des moyens de subsister. Mais le problème est beaucoup plus complexe que ça. Parce qu'imaginons là, on le voit bien sur une crise virale, quoi. Donc, un continent ferme l'exportation de ses produits, ça peut créer une rupture énorme donc, au niveau européen. Donc, ces éléments-là de stratégie et de partenariat avec les autres territoires, en gros, est au cœur du débat. Mais si nous ne donnons pas, j'arrête là, les moyens à l'Union
Donc, de ces politiques, nous ne pouvons pas y parvenir. Et aujourd'hui, comment dire, vous savez bien qu'entre 88 et donc, on est passé de 88% dans la structure du budget de ressources propres à 23% de ressources propres. C'est-à-dire qu'on a renforcé l'intergouvernementalité avec un budget basé sur les ressources nationales brutes du PIB des États. Donc l'Union européenne est dépendante de la bonne volonté des États membres. Et l'intergouvernementalité, on l'a vu là dans la crise, montre bien ses limites. Donc là, il faut passer d'une politique de l'intergouvernementalité à une politique commune. Ça, c'est ma lecture. Voilà. Et donc, autrement, on va jouer un rôle faible, je dirais, dans l'avenir du monde. Ce ne sont pas des sujets mineurs. Et là, dans le débat du moment, je crois qu'il faut le lire avec ces entrées-là. Tous les débats sur les budgets, tous les débats sur les ressources propres, tous les débats sur la hauteur des plans de relance, le débat sur la dette et la mutualisation. Tout ça, c'est parti du même spectre de réflexion donc, et des mêmes stratégies globales. Donc, et si on ne fait pas ça, on ne pourra pas amener de réponse à l'enjeu climatique. C'est que ce qui va guider l'ensemble, ça c'est ma lecture, hein, c'est l'enjeu climatique. Et je suis très heureux de pouvoir échanger ce soir avec Marie, parce que ce n'est pas un sujet conjoncturel, ce n'est pas un sujet d'effet de mode ou j'en sais pas. Non, c'est un sujet générationnel et un sujet qui nous engage, quoi. Et c'est essentiel. Et toutes nos politiques publiques, ça c'est ma lecture, et moi je me bats pour ça, vous le savez certainement, doivent être conditionnées donc, à ces enjeux climatiques-là. Autrement, il n'y a pas de... Eric Andrieux, je répartis la parole et puis on va essayer vraiment de donner du rythme de questions-réponses. Donc, Marie Chureau, sur le même sujet, croissance ou décroissance, et peut-être aussi l'occasion de nous expliquer un petit peu plus en introduction ce que c'est que Youth for Climate et quels sont vos objectifs. Du coup, je vais essayer quand même qu'on n'entende pas beaucoup les bruits du café, je suis désolée. Donc ouais, Youth for Climate, c'est un mouvement qui a été créé l'année dernière suite à l'appel de Greta Thunberg qui a commencé à faire des grèves justement pour le climat et qui a pris conscience en fait des enjeux actuels et de l'ampleur de cette crise-là. Et donc en fait, dans tous les pays du monde, il y a eu aussi des mouvements qui ont émergé suite à cet appel-là, dont Youth for Climate France, qui est donc le mouvement de la jeunesse d'un sujet générationnel. Moi, je trouve que pour l'instant, l'enjeu, au-delà d'un aspect financier qui est très important et dont je parlerai tout à l'heure, au-delà de ça, il parlait du sujet générationnel et l'enjeu fort, je trouve, c'est aussi de réussir à informer la population partout dans le monde. Et, parce que pour l'instant, tout le monde sait plus ou moins qu'il y a une crise climatique qui est en cours et qui arrive de plus en plus fort. Mais parce que depuis quelques années maintenant, c'est vraiment rentré dans le débat public et c'est dans tous les débats politiques. Et là-dessus, c'est vraiment un énorme progrès. Mais finalement, nous, on le voit bien quand on essaye justement de sensibiliser, on voit bien que les gens ne saisissent au fur et à mesure des années. Et là-dessus, je pense que c'est vraiment important en fait d'essayer d'informer la population et de montrer concrètement ce qui va se passer et justement pour justifier toutes les politiques qui pourraient être mises en place et qui pourraient choquer les gens parce que cette crise-là, elle nécessite un véritable changement dans nos modes de vie et ouais, dans nos modes de vie. Et donc du coup, moi aussi, je pense qu'une décroissance, c'est nécessaire dans le sens où aujourd'hui, il y a une véritable remise en cause du système qui va se faire. Le système dans lequel on vit pour l'instant, il creuse les inégalités déjà entre les gens deviennent de plus en plus pauvres au profit d'une minorité de 1% de personnes les plus riches. Et donc là-dessus, il nous faut une transition juste. Et voilà. Et donc, justement, ce capitalisme, ce système dans lequel on est, il prône une croissance infinie qui ne peut pas fonctionner vu qu'on a des ressources finies. Et donc, de ce point de vue-là, en fait, c'est très compliqué. Il n'est juste pas possible
de continuer dans ce système-là où on prône une croissance infinie. Et ce que proposent certaines personnes, et dans le greenwashing, c'est un peu ça, c'est qu'on veut continuer à consommer toujours plus, on veut continuer à produire plus, mais dans le fond, on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas continuer à prendre toutes les ressources dont on a besoin. Il faudrait vraiment recentrer la société sur uniquement les choses dont on a besoin et les choses qui comptent vraiment, plus que de surproduire et de forcer les gens à surconsommer. Tout ça pour créer du profit, et il faudrait cesser de ramener tout au profit et ramener beaucoup plus à l'humain et au respect de l'humain et au respect du vivant, de la biodiversité et de la planète en général. Bon, merci pour votre vision globale. J'essaye d'avancer d'une case avec vous puisqu'on est vraiment dans la thématique des grands enjeux. Ouais. Je salue l'arrivée de Michel Rivasi. Voilà, Michel Rivasi qui nous rejoint, qui a été présenté par Isabelle Coustet tout à l'heure. Merci de nous rejoindre avec un petit retard lié à votre agenda parlementaire. Donc, vous êtes aux côtés d'un autre parlementaire que vous connaissez bien, qui est Éric Andrieux. Et vous voyez en face Marie Chureau qui vient de parler et qui représente Youth for Climate. Donc, vous avez ici des différences, des complémentarités d'âge et de compétences et d'expérience. Et j'ai l'honneur de faire la co-animation avec Claire Manceau, de la maison de directrice de la Maison de l'Europe au Mans. Nous sommes dans la thématique des grands enjeux. Grands enjeux, eh bien, je ne vais pas vous poser la même question, mais je vais plutôt recéder la parole à Claire après avoir dit qu'on va essayer d'attaquer les grands enjeux à travers les questions qui nous ont été posées par les auditeurs. Et tout de même, on sait au niveau européen qu'on ne peut pas tout attaquer globalement. Donc, il faut bien, si on veut verdir, sur la thématique de l'énergie. Et on va vous inviter aussi à faire vraiment des réponses courtes, même si les questions sont compliquées, de façon à avoir un jeu intéressant de questions. Donc, quelques questions sur l'énergie, Claire, si tu veux bien, posées par nos auditeurs. Bien sûr. Donc, première question, comment la relance pourrait-elle être verte à l'échelle de l'Europe ? Qui font tout ce qu'ils peuvent pour rester dans le monde d'avant, favoriser les énergies fossiles notamment. Donc ça, c'est une question de Hugo de Mayenne. Et puis, seconde question pour ce bloc énergie, avec la chute des prix du pétrole, les énergies renouvelables vont-elles pouvoir rivaliser ? Pensez-vous que les différences économiques au sein de l'UE vont pouvoir être résorbées avec ce Green Deal ? Vous laissez la parole pour commencer. Bon, sachant que la règle du jeu qu'on a adoptée, c'est que les gens répondent, prennent une question, mais vous ne répondez pas, vous ne faites pas de la boule de neige, chacun prend la question, je dirais, qui lui vient, et puis on avance question par question. Merci beaucoup. Mais d'accord. Mais bonjour à tout le monde d'abord, et veuillez m'excuser du retard parce que je viens de Paris pour la 5G, vous voyez, un enjeu important. Mais je vais répondre à la question sur l'énergie. Bon, d'abord, il y a des textes. Il y a une directive et un règlement sur la gouvernance de l'énergie qu'on a voté à l'ancienne mandature qui indique que chaque État doit avoir 32% d'énergie. C'était 40%. Donc maintenant, la Commission est prête à aller jusqu'à 55% et on pousse là-dessus. Donc, l'enjeu, c'est que chaque État membre doit proposer un plan national et qu'au niveau de la Commission, on regarde si on va à la neutralité carbone, par exemple, en 2050, mais le poids des lobbies, il est énorme, le poids des lobbies. Et je vais vous donner un exemple récent. Il y avait un texte sur la taxonomie, ça voulait dire un texte sur les investissements sur les énergies. Eh bien, la France ne voulait pas
Le JRC, c'est Joint Research Center qui et les énergies vertes avec un certain nombre de critères. La France a demandé à ce qu'il y ait un groupe d'experts spécifiques sur le nucléaire. Et alors nous, les parlementaires, on a dit il n'en est pas question, sinon le texte ne passait pas. Et jusqu'en 2021, ils vont faire encore pression par le lobby nucléaire pour essayer de dit votre auditeur, c'est que le poids des lobbies, que ça soit nucléaire, que ça soit gaz, il est très important. Sur le prix maintenant des énergies renouvelables, eh bien, elles sont beaucoup plus compétitives, par exemple, que le nucléaire. Et qu'à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il faut développer les énergies renouvelables parce que c'est bon pour le climat vu qu'il y a beaucoup moins de CO2, il y a pas de déchets comme dans le cas du nucléaire, et puis c'est meilleur aussi pour les factures puisque là, on n'importe pas des énergies fossiles puisque c'est le soleil qui est sur l'ensemble de l'Europe qui fournit la source d'énergie primaire. Voilà. Très bien. Et peut-être sur l'énergie, enfin, je te laisse, Claire, manœuvrer sur l'énergie. Marie, peut-être veut dire quelque chose. On vous entend pas, le micro est coupé. Du tout de l'énergie. Après, effectivement, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à d'autres formes d'énergie. En tout cas, celles qui existent actuellement, elles ne sont pas durables. Là-dessus, c'est évident et il faut vraiment chercher ça. Et je pense que l'énergie, donc les recherches dans ce domaine-là, c'est assez coûteux. Et je pense qu'avant d'essayer de trouver des subventions, essayer de trouver des financements, ce serait peut-être bien de voir. En fait, l'argent, on en a déjà beaucoup, mais on n'utilise pas, il n'est pas utilisé. Qui pourrait en fait justement financer cette transition écologique et donc financer aussi toute cette énergie qui est un enjeu majeur de la transition écologique. Et donc là-dessus, on aurait vraiment besoin en fait de rediriger et de trouver les niches fiscales pour financer ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, et d'ailleurs, de toute manière, je pense qu'avant aussi de parler d'énergie, il faut savoir que la meilleure énergie, c'est celle qu'on n'utilise pas. Donc peut-être qu'il faudrait réfléchir aussi à comment réduire sa consommation d'énergie, peut-être investir dans des low-tech. Avant, savoir que vraiment le changement qu'on est amené à vivre, c'est vraiment une remise en question de notre système et pas continuer à vivre tel qu'on vit là, mais avec d'autres moyens moins polluants. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne produit pas et c'est celle qu'on n'utilise pas. Donc il faut aussi apprendre à vivre autrement, même si de toute manière on ne va pas revenir au Moyen-Âge comme certains nous reprochent. Mais voilà, l'idée c'est aussi quand même de baisser notre consommation d'énergie. Oui, non, votre idée est séduisante. Est-ce que Éric Andrieux a un court complément sur l'énergie sans être trop long? Et puis après, on va prendre un autre axe qui est la question de l'emploi. Ce sont de deux ordres, les enjeux à la fois de production, tout secteur confondu, et les enjeux de consommation, c'est-à-dire changer le mode opératoire en matière de consommation. C'est un défi politique. Voilà. Et c'est là où et Michel a dit l'essentiel. Oui, on est sous les pressions des lobbies parce qu'on est, je pense, dans une vraie transition historique. C'est-à-dire que ça fait trop longtemps que ça dure. Quoi. La question est là, c'est là où le Parlement, où il aura son rôle, où il n'aura pas son rôle. Si le Parlement n'est pas en capacité d'avoir un regard sur le moyen et le long terme et d'amener des questions de fond, entre autres sur la question énergétique, mais pas que, mais la question énergétique est centrale, il n'a pas de raison d'être. La question aujourd'hui entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables, si on doit penser, comme on l'a dit dans le premier sujet, une société de moyen et long terme, donc durable,
à évidence. Donc, hein, je crois qu'on ne peut pas passer sans le sujet qui est majeur de la reconquête ou de la conquête des énergies renouvelables. Voilà. Et je crois que c'est là-dessus, effectivement, quand aujourd'hui on dit sur la seconde question, le prix du pétrole baisse, est-ce que ce sera rentable d'utiliser des énergies renouvelables? On est sur du conjoncturel. Nous, notre mission, dans tous les cas, c'est comme ça que je l'aperçois, c'est d'avoir ce regard sur le long terme. En gros, c'est à quelle société on aspire. Et on construit maintenant. Les premières marches, elles se construisent, elles se montent maintenant. Mais on ne va pas répondre à tous les sujets. Déjà, on pourrait avoir des réponses beaucoup plus construites et structurées à l'échelle du Parlement. Voilà. Et donc là, il y a des lois qui arrivent en cours. Michel a parlé d'objectifs de neutralité carbone en 2050. Il y a des bases intermédiaires à 2040 sur lesquelles on pousse dans la Climate Law, donc, qui est en débat aujourd'hui au Parlement, qui est de dire entre eux, oui, on va arriver à 50%, 57%, certainement je suis à 65%, parce que je pense qu'il faut aller plus loin, parce que ça va vite, le temps est court. Nous sommes en 2020, là, aujourd'hui. Nous sommes en 2020. Et là, on parle de 2030, c'est dans 10 ans, et 2050, c'est dans 30 ans. Enfin, je veux dire, c'est demain, quoi. Donc, on ne peut plus attendre. Donc, il faut démarrer maintenant ce grand chantier de la modification comportementale. Sans cela, nous n'y parviendrons pas collectivement, et c'est une lourde responsabilité. Là, vous répondez d'avance aussi des interrogations qui ont été posées par certains de nos auditeurs sur effectivement le rôle du consommateur et le rôle de chacun d'entre nous. Mais je vais l'emploi, la sortie de crise et ce qu'on est capable de faire avec tout de même un taux de chômage qui risque de bondir et une reconversion nécessaire vers des emplois plus verts. Et il y a plusieurs auditeurs qui ont des questions là-dessus. Oui, tout à fait. Avec par exemple Luc de Vendée qui se demande pourquoi pas une relance verte, mais avec quel emploi? Et puis Calousi de Maine-et-Loire qui nous dit aussi dans quel Dans l'ordre que... Oui. Bon, ok, vas-y, Claire, suggère. J'allais proposer Marie Choureau. Alors moi, je m'y connais pas très bien en emploi parce que je suis étudiante et voilà. Mais ce que je sais quand même, c'est que on ne peut pas du jour au lendemain supprimer tous les emplois. Mais tous les emplois de personnes qui travaillent chez Total, par exemple. Parce que, pour nous, en tout cas, ce qui est vraiment, nous, on se bat vraiment pour une justice sociale et écologique. Et on pense que ça ne va pas l'un sans l'autre parce qu'on ne veut pas d'une société inégalitaire, mais qui serait plus écolo et plus viable. Donc l'idée, c'est vraiment d'embarquer tout le monde en fait dans cette transition et que cette transition, elle soit personnes qui sont employées et qui travaillent dans des métiers qui sont polluants et qui ne sont pas forcément utiles à la société. J'entends par exemple toujours dans le domaine de Total, est-ce qu'on a vraiment besoin de pétrole à long terme? De toute manière, plus trop, mais et donc en tout cas il faut profiter de la crise pour faire de la reconversion au lieu de sauver justement les entreprises comme Total ou ce genre d'entreprises qui ont besoin d'argent pour continuer à exister. Peut-être qu'il faudrait, tant qu'à faire, investir l'argent de la crise telle qu'on vit actuellement. On l'investit justement dans la réinsertion, dans la reconversion de tous ces profils-là, et pour qu'à terme, on arrive à une véritable société prouvé à de nombreuses reprises que la transition écologique, de toute manière, serait bénéfique en termes d'emploi. Et donc en termes de chômage, justement, ça permettrait aussi de faire chuter le taux de chômage. Donc de toute manière, la transition écologique, elle est bénéfique pour toutes et tous. C'est juste qu'il faut bien la faire et il faut ne oublier personne dans cette transition-là, en tout cas. Bon, sur les... Évidemment, là, je m'adresse aux deux. Levier budgétaire sur la politique de l'emploi des États membres, qui reste en tant que tel plutôt du niveau national. Donc, comment est-on capable d'avoir un impact sur des emplois plus verts
à partir de votre vision au Parlement européen et de l'actualité de ce que vous faites dans les différentes commissions, où on voit aussi que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille entre les différentes commissions parlementaires. Pour les jeunes générations, on imagine des emplois plus verts et comment s'y prendre. Alors Michel, moi, j'ai des éléments de réponse quand même. Bon, on pousse à un plan vert. Quand on dit un plan vert, ça veut dire que tout ce qui est énergie fossile, on ne donne plus de subventions. On ne donne plus de subventions. Par contre, on va donner de l'argent dans le cas du plan de relance, dans le cas aussi des fonds de cohésion dans chaque pays. Hein, puisque vous dites l'emploi, si par les fonds de cohésion, on peut favoriser l'emploi. Sur la rénovation de l'habitat, c'est-à-dire isoler les habitats pour qu'il y ait moins de CO2 dû au chauffage. Sur le fait qu'il ne faut plus que ce soit des passoires énergétiques pour répondre aux factures énergétiques. Ça a été quantifié, c'est des centaines de milliers et de millions d'emplois. En plus, c'est intéressant parce que c'est des emplois photovoltaïques, que ce soit de la biomasse, que ce soit de l'éolien, etc. Il faut absolument changer, vous voyez, plutôt que de faire des énormes turbines pour le nucléaire, eh ben, on le fait pour les énergies renouvelables. Un autre secteur qui est important, c'est l'agriculture. Et avec Eric, on travaille là-dessus. Si on développe des petites entreprises, on n'utilise plus ces épandeurs là qui vous balancent des pesticides, eh bien, on retrouve de l'emploi. Il y a énormément de l'emploi dans l'agriculture. Plus on va motoriser l'agriculture, plus on fait des grandes exploitations agricoles, moins il y a de l'emploi. Donc, nous, on est pour aider par des subventions au niveau de la politique agricole. Il n'y a pas que l'énergie, l'agriculture, il y a tous les soins à la personne. Et là, il y a ce qu'on appelle le fonds de transition juste. Et dans le cas de ce fonds de transition juste où il y a 40 milliards, eh bien, il y avait une dimension économique et maintenant, il y a une dimension sociale pour ce que disait Marie, c'est-à-dire pour faire de la formation, faire de l'éducation et notamment de l'aide aux chômeurs de longue durée. Vous voyez, pour que ces gens-là soient intégrés dans la société. Donc, ce qui est nouveau, je trouve que, vous voyez, moi, c'est mon 3e mandat, c'est que la crise du coronavirus, eh ben, elle a fait basculer. Le modèle montre qu'on était très fragile, qu'on a abandonné notre souveraineté européenne et que maintenant, il faut qu'on relocalise et qu'on réfléchisse au modèle qu'on a. Alors, Marie, tout à l'heure, tu disais, il faut diminuer notre consommation. Mais tu as tout à fait raison. Il faut qu'on diminue notre consommation. Autour de la Terre. Et tout ça, il y a à la fois les investissements, les choix qu'on doit faire, et puis la prise de conscience des consommateurs. Et qu'on augmente aussi la recherche et l'innovation. Mais la recherche et l'innovation, c'est par exemple, moi qui travaillais tout à l'heure sur la 5G, c'est une aberration la 5G, puisque on va portable, mais il va falloir qu'on change nos portables parce que la 4G n'est pas compatible avec la 5G. Est-ce que c'est ça l'avenir? Ça profite à qui? Ça profite au business et ça profite absolument pas aux ressources naturelles pour fabriquer de nouveaux portables, etc. Donc, c'est un changement de modèle qui est très difficile à faire passer, mais je comprends. Gardien du temps, donc un complément peut-être, Éric Andrieux, sur la problématique de l'emploi, notamment le lien avec l'agriculture, où Michel Rivasi vous tend une belle perche en disant effectivement une agriculture plus verte, c'est une agriculture avec des emplois plus verts, mais sans aller trop loin au cœur de la PAC, tout de même nous dire quelle est votre vision de l'emploi de demain.
et les agriculteurs. C'est un véritable enjeu. Vous savez, je vais vous faire un aveu. Moi, j'ai commis un rapport il y a maintenant 2 ans ou 3 ans, je crois, sur le rapport justement entre la PAC, qui représentait à ce moment-là 40% du budget européen, et l'emploi, qui était un des 9, ça reste un des principaux objectifs de l'Union, des politiques de l'Union européenne. Eh bien, et l'emploi généré en agriculture. Parce qu'en fait, c'est illustratif d'un modèle, quoi, hein. Donc j'ai dénoncé ça évidemment, parce que ce n'est pas ma vision. Je partage tout à fait ce que vient de dire Michel à l'instant. La vision libérale du monde nous a amené à spécialiser des pans entiers de territoire. C'est pour ça que nous sommes dépendants en Europe de 80%. Ce qui se sont faits donc à l'Asie, c'est pour ça, voilà, etc. On pourrait, en spécialisant les territoires, on a isolé des potentiels entiers de l'emploi. La PAC aujourd'hui, puisque vous m'interrogez là-dessus, tant que le modèle de distribution, d'attribution des aides ne sera pas lié aux critères de l'emploi, ce que je revendique tous les jours qui passent dès que je le peux, donc, hein, et que l'on l'a mis en œuvre, une distribution des aides à l'hectare utilisé. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais ça veut dire on déconnecte finalement l'aide publique de l'emploi généré, ce qui est une ineptie. Ça veut dire quoi? Qu'en 50 ans de politique agricole commune, on a concentré le modèle agricole autour de l'agro-industrie et autour de la chimie. Et ce sont nous les principaux bénéficiaires de l'aide publique de la politique agricole. La production, la transformation et la distribution. Aujourd'hui, tout est concentré sur l'aval. Et comme l'aval de la distribution est très concentré au niveau européen, voire au niveau mondial, ça veut dire qu'on a affaire à des grands groupes industriels, des multinationales, donc, hein, qui concentrent tous ces domaines-là, de l'alimentation, de la sécurité alimentaire, de la santé. Ce qui est vrai pour les pesticides, on l'a vu ces derniers jours, hein, puisque Monsanto ou Bayer fait encore la une des journaux, est vrai pour l'enjeu de la santé humaine. La pharmacologie n'a rien à envier finalement aux multinationales des pesticides. Donc on a créé cette société-là pour laquelle la question du bien-être ou de l'activité de l'emploi n'était pas le principal objectif, mais c'était la financiarisation du monde qui a de la vie, c'est-à-dire effectivement, en termes d'emploi, ça veut dire quoi, Michel l'a dit, il y a des potentiels énormes. Dès lors qu'on parle d'économie circulaire, on parle de proximité, ça ne résout pas tout, mais ça veut dire que ça permet de rétablir un équilibre qui s'est rompu aujourd'hui. La question de l'isolement des bâtiments, ce n'est pas un petit chantier au niveau communautaire, c'est phénoménal. Si l'on dit aujourd'hui à toutes nos entreprises, avec des crédits recherche, et c'est le cas aujourd'hui, quand on parle de l'aviation, moi je vois Airbus aujourd'hui qui travaille sur ce qu'on appelle l'avion propre, l'avion vert. Alors l'hydrogène, il n'y a pas de solution idéale à ce jour, mais il y a des cheminements qui sont en cours aujourd'hui qui tendent vers la transformation totale de nos modes de mobilité et de déplacement. Donc, et ça, en fait, il n'y a pas un élément de réponse. C'est une approche systémique qu'il nous faut avoir, qui impacte le manger, voilà, qui impacte le déplacer, les mobilités, qui impacte, comment dire, le vivre, c'est les bâtiments, et qui impacte l'énergie, sur quoi on vient d'échanger. Et effectivement, lorsqu'on met ça bout à bout, on se rend compte qu'avec des changements de pratique, on peut totalement réinvestir le chantier de l'emploi. Pour ce qui est de l'agriculture, Michel faisait référence à l'agriculture biologique, et c'est vrai. Là où il y a une agriculture biologique, ça oblige à la main-d'œuvre. C'est-à-dire que la valeur du produit, on ne la donne pas aux intrants, on la donne. Et donc, si demain, les aides publiques sont conditionnées par le rapport à l'emploi, à la qualité alimentaire, aux aménités positives liées au sol, à l'eau, à l'air, eh ça veut dire qu'on va avoir un rééquilibrage et qui va générer de l'activité de l'emploi sur la proximité, et c'est un des enjeux majeurs donc, sur lesquels il faut que nous travaillons, et dans lequel, je prends un dernier exemple, c'est la question des nouvelles technologies. Oui, moi je suis pour la science, je suis pour les nouvelles technologies, mais il faut définir au service de quoi. Si c'est au service de l'enrichissement de certaines multinationales, ça ne m'intéresse pas. Si la science ou les nouvelles technologies sont au service des territoires, de l'emploi, des solidarités, de la répartition de la richesse, là, effectivement, ça m'intéresse. Voilà. Et pour ce type du bien public.
du bien public, tout simplement. Ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Et là, on revient sur le sujet des lobbies de tout à l'heure, et on voit bien donc comment la mécanique s'est construite. Et nous avons cette responsabilité-là, je crois, de remettre les questions de sens au cœur du débat politique. Bon, merci pour vos plaidoyers et vos convictions bien partagées, bien comprises. Il est 7h moins 10, donc je vais vous obliger à bouger, à quitter les grands enjeux sur lesquels nous pourrions encore explorer longtemps et nous arrêter. Et dans les grands enjeux, les choses qui étaient aussi dans notre liste, et on ne les traitera pas, mais c'est par respect pour les auditeurs que je les signale, tout le volet de l'accompagnement des entreprises, savoir qu'effectivement, il ne suffit pas de dire « Yaka, il faut effectivement qu'on trouve les moyens d'accompagner les entreprises » et toutes les interrogations sur la jeunesse et les programmes de jeunesse et tout ce qui peut faire aussi qu'une Europe soit plus verte. Mais peut-être dans notre deuxième plus petit bloc sur les dépenses, plus petit simplement parce que le temps court et nous avons aussi un certain nombre de questions, je vais rendre la parole à Claire pour, je dirais, nous centrer encore un petit peu plus sur des sujets que vous avez déjà évoqués, mais en ayant en tête les grandes masses budgétaires, c'est-à-dire que nous sommes bien dans un cadre européen où nous savons bien qu'actuellement, le paquebot, on peut le déplacer, mais il part des grands blocs budgétaires autour de la politique agricole, autour de la politique de cohésion, et puis si un miracle se produit, peut-être qu'on va faire le bond en avant par le budget de l'énergie, je ne sais pas, ou par le budget d'autres choses. Il faut qu'on arrive à travailler évidemment sur ces grandes masses et donc peut-être en relation avec quelques questions que nous avons reçues, Claire, tu peux reprendre la balle pour la renvoyer vers nos intervenants sur le volet dépenses. C'est-à-dire le Green Deal, c'est très bien, mais comment est-ce qu'on flèche les choses de façon à être sûr que dans 3 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans, on ait effectivement des dépenses qui soient plus vertes et pas seulement un plan Juncker dont on s'est dit que c'est très bien, on a fait de l'investissement, mais pas toujours de l'investissement vert. Pour gagner du temps, je vais peut-être vous poser à chacun des trois une question et vous pourrez y répondre à votre tour. Pour Monsieur Andrieux, on nous a posé beaucoup de questions de cette future PAC, avec notamment quelles inflexions apporter à la politique en cours. Pour Madame Rivasi, la question des dépenses pour l'Europe de la santé, où mettre l'accent dans les dépenses, notamment. Et puis une question plus générale pour Madame Chouraud, les dépenses les plus utiles d'un point de vue européen, communautaire pour vous. Donc, on se concentre sur les dépenses. On a de l'argent, vous avez de l'argent, vous le dépensez, vous décidez au niveau européen, le miracle se produit, le Conseil européen décide banco. Bon, tout ça reste à construire, hein. On est quand même dans un domaine d'hypothèse. Où est-ce qu'il faut mettre l'accent? Alors, la place à l'agriculture. Une agriculture plus verte, il faut y croire? Ou bien on va recommencer encore le même débat sur le... C'est à moi que la question s'adresse. Donc, je pense que, enfin, moi, je pense qu'on n'a pas le choix. Voilà, c'est pas, la question elle est très simple, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Je vais redire, et je ne vais pas rentrer dans le détail technique, puisque nous sommes en plein débat, mais on sait aujourd'hui ce qu'a produit. D'abord, la PAC, on parle de politique publique agricole commune. Voilà. Donc, on parle bien de politique publique, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et donc, en fait, c'est qu'on redistribue de l'argent public, donc, à un secteur d'activité. Voilà. Il est bien légitime et normal que le politique, qui décide de redistribuer de l'argent prélevé par l'impôt, décide de l'orientation de la redistribution. Or, aujourd'hui, contrairement à ce qui se fait par rapport à l'emploi que nous venons d'évoquer, pour la première fois, j'avais de dire, document matriciel des politiques publiques en devenir. Il y a le Green Deal, le pacte vert, il y a la stratégie Farm to Fork, donc de la fourche à la fourchette, et il y a la stratégie biodiversité. Et c'est autour de ces cadres-là que les politiques agricoles doivent se définir. Bon, mais moi, j'ai beaucoup lutté en disant qu'il y avait un conflit de calendrier, d'agenda, bon, peu importe. Hein. Donc aujourd'hui, soit les outils de la PAC sont en capacité de répondre aux objectifs fixés par les 3 documents stratégiques, hein, Green Deal, Farm to Fork et biodiversité. Et là, nous aurons des résultats probants à la fin donc, des décisions qui nous attendent, soit on aura échoué.
Donc ça signifie qu'il faut modifier fondamentalement la conditionnalité, comment dire, l'attribution des fonds publics dans la mise en œuvre de la politique agricole commune. Et c'est là où je suis assez inquiet, pour tout vous dire, puisque ce sont des aides dites découplées. C'est-à-dire qu'on ne lit pas l'aide à l'activité, on la lit à l'hectare, je le redis, à l'hectare occupé. Cette modalité d'attribution des aides ne permet pas donc de modifier le modèle agricole. Ça, c'est un constat et je veux bien qu'on prouve le contraire, je serais intéressé. Mais donc, ça veut dire ça, je pense que dans le mandat qui est le nôtre, c'est pour ça que j'ai lutté, moi j'ai voté contre le projet de la Commission, donc je peux en parler à l'aise, donc voilà, parce que je pense qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux, voilà, on essaie de gagner du terrain, donc on a un premier outil. Si nous ne parvenons pas à modifier le critère de l'attribution des aides, ce qui malheureusement, je crois, voilà, parce que je vois bien qu'il y a des minorités, en démocratie, des majorités, pour l'instant, cette pensée-là n'est pas majoritaire. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un outil, puisque paradoxalement, la Commission, dans sa proposition, je vais me tromper, mais je suis prêt à signer en public, donc, que c'est la dernière politique agricole commune à l'échelle communautaire. Puisqu'on a transféré aux États membres la mise en œuvre de la future PAC. Et pour ce faire, on leur demande de définir des plans nationaux stratégiques, c'est un peu technique, je m'en excuse, et on met à travers un outil qui a un nom bizarre qui s'appelle l'éco-scheme. L'éco-scheme, il faut savoir que c'est ce qui va conditionner à l'échelle des États membres, donc, la mise en œuvre de la future PAC. Et là, écoutez, 30 secondes, c'est important. Pour l'instant, l'éco-scheme n'est pas obligatoire, c'est optionnel, si vous voulez. Donc, moi, je pense que si on laisse la latitude à chaque État membre de définir son plan national stratégique, et qu'on essaie à chaque État membre de définir la mise en œuvre de son éco-scheme, aux biodiversités. Donc, un second cliquet qui nous est donné aujourd'hui, ça ne s'est pas tranché, c'est que l'Union européenne reprenne la main sur le commun des aides politiques communautaires et qui, à travers l'outil, c'est le minimum de l'éco-scheme, elle met en place des conditionnalités de niveau européen. Et que chaque État membre soit contraint par la règle, donc, de tendre vers les mêmes objectifs. Sans cela, on va avoir 27 politiques, 27 approches, si vous voulez, et on va exacerber, si vous voulez, donc, de la concurrence déloyale, etc. Tout ça ne peut pas fonctionner. Et le dernier outil, je suis précis, je m'en excuse, c'est ce qu'on appelle, dans la PAC, c'est ce qu'on appelle le volet développement rural, où là, on a des outils adaptés qui s'appellent les mesures agroenvironnementales, complétées de 15 milliards d'euros. Mais il faut vraiment que là également, on mette en place ces 15 milliards d'euros dans ces mesures agro-environnementales qui permettent de, répondre à ces grands objectifs-là. Et là, on est sur l'enjeu de l'agroécologie. Donc là, il y a un grand débat. Vous savez qu'il y a une petite crise au Parlement parce que les coordinateurs en vie, on dit on ne discute plus avec les coordinateurs agri. Mais c'est symptomatique de ce qui se passe. Il y a ceux qui sont sur les positions conservatrices du modèle agricole. Voilà. Et puis il y a ceux qui pensent qu'il faut remettre l'agriculture au sens du débat sociétal. Et j'en fais partie, parce que je considère qu'on ne peut pas laisser l'agriculture, qui est un acteur majeur de le changement climatique, comme une économie marginale. Non, l'agriculture, il faut mesurer que, à la fois le changement climatique et à la fois le Covid, donc, pour l'agriculture, c'est une opportunité dans le changement de modèle. Et donc, il faut que les politiques publiques accompagnent, comme ça a été dit par Marie tout à l'heure, cette transition-là. Non, mais ça, c'est par des politiques publiques que nous allons y parvenir. Le débat n'est pas terminé, donc, mais le débat qui s'ouvre là en ce moment, il s'articule autour de ces enjeux-là. Donc, et j'ose espérer que la raison va l'emporter et qu'on va donner de la superbe au modèle agricole européen en regagnant le terrain perdu dans ces dernières années. Bon courage. On va suivre tous les développements de la négociation de la PAC. C'est effectivement un énorme chantier. Du diable, je vais faire la plus, coordonner plus, mais finalement, par quel biais, et vous qui êtes au cœur des commissions parlementaires, par quelle commission parlementaire, par quel chemin transformer le rêve en réalité? Alors, jusqu'à présent, comme on l'a dit, que la santé ne fait pas partie des compétences de l'Europe, elle coordonne
elle s'occupe des maladies infectieuses et elle a deux agences importantes quand même. C'est l'Agence européenne des médicaments, l'EMA, qui donne des autorisations de mise sur le marché des médicaments, et l'agence qui contrôle les maladies, qu'on appelle le CDC. Bon. Alors, bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, la crise du Covid a fait prendre conscience quand même au niveau des parlementaires qu'on avait perdu notre souveraineté européenne. On n'était plus capable de faire des masques, on n'était plus capable de faire des diagnostics, et il y a eu une pénurie des médicaments. Moi, je suis rapporteur sur le texte sur la pénurie des médicaments. Et j'ai auditionné plein de labos pharmaceutiques, et je me suis aperçue qu'ils fonctionnent en flux tendu, que les vieilles molécules, ça ne les intéresse plus, puisqu'il n'y a plus de brevets, et que là, il y a un consensus quand même qui vise à dire qu'il faudrait faire un établissement public pour faire la souveraineté européenne, on l'a, et en même temps, l'Europe a mis de l'argent pour une réserve d'urgence qu'on n'avait pas au moment de la crise. Puisque vous avez vu, c'était les égoïsmes nationaux et même des interdictions d'exporter, vous voyez, des masques dans d'autres pays. C'était quand même un peu fou. C'est pour ça que les gens qui nous écoutent, l'Europe, vous savez, ça se construit à petits pas. Hein. Bon. Donc ça, c'est très bien. Deuxième chose, vous savez, cette crise, enfin bon, il faudrait tout un débat là-dessus. Je suis assez sceptique, moi, et j'ai demandé des stress tests pour qu'on compare les différentes stratégies des pays suite à la crise du Covid. Parce que le confinement strict qu'on a subi va entraîner la crise économique et même une crise sociale très forte. Vous voyez, ça a été très dur quand même, ce confinement strict. D'autres pays ont fait ce qu'on appelle un confinement plus intelligent. Mais quand même, on a surfé sur la peur. Et qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Notre présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a décidé de faire appel à des donateurs internationaux pour aider les laboratoires pharmaceutiques à mettre au point des vaccins. C'est la course aux vaccins. On a mis, là, elle a récolté 9,4 milliards d'euros pour distribuer aux laboratoires pour qu'ils commencent à produire des vaccins dont on ne sait pas le résultat. Et par contre, on n'insiste pas suffisamment sur le traitement. Vous voyez, avec la polémique, on ne va pas rentrer dans le détail, sur l'hydroxychloroquine, c'était quand même assez fou que on nous dit on a des super experts scientifiques au sein de l'OMS, au sein même du comité scientifique français, et ces gens-là ne sont pas capables de voir s'il y a des études qui sont complètement manipulées. Bon. Oui, je ne vous emmène pas trop loin sur l'ensemble des questions de santé. Hein, c'est vraiment savoir où sont les dépenses ou comment organiser des dépenses. Eh bien, si c'est pour donner de l'argent aux laboratoires pharmaceutiques sans contrepartie sur la propriété intellectuelle, eh bien ça, non. Si c'est donner de l'argent pour un établissement public qui nous fabrique les matières actives ou des vieilles molécules que les laboratoires pharmaceutiques ne veulent plus, ça, c'est positif. Il faut qu'on demande des comptes aux lobbies. Et je voudrais terminer sur quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Alors, ça ne va peut-être pas vous inquiéter, mais moi, ça m'inquiète. Sur les 13 vaccins qui sont expérimentés à l'heure actuelle sur le plan mondial, il y en a 3 qui sont des vaccins génétiquement modifiés. On n'a jamais fait des vaccins comme ça. Ce sont des virus qui sont complètement, et notamment c'est AstraZeneca, injecter ça, et on veut faire ce qu'on appelle des fast track, c'est-à-dire qu'on veut limiter justement les études cliniques. Et même, vous savez ce qu'on veut faire quand même, parce que ça c'est vachement important pour les gens. On va contaminer des gens volontaires pour savoir si le vaccin va marcher. Mais c'est la première fois qu'on fait des choses pareilles. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on a surfé sur la peur pour faire passer des choses qui étaient à l'état expérimental, comme les ARN messagers, et on dit, on donne de l'argent parce qu'il faut le vaccin, il faut le vaccin, il faut le vaccin. Et moi, je dis, s'il y a de l'argent sur la santé, c'est pour renforcer les infrastructures.
européenne de contrôle des maladies qui soit plus opérationnelle pour qu'elle harmonise les méthodes au niveau de l'Europe et que, vous voyez, on fonctionne en solidarité et non pas en égoïsme nationaux. Très bien. Bah, écoutez, je pense que votre positionnement est clair et peut-être me facilite la liaison avec Marie Chureau. Si vous êtes, je dirais, maître du jeu dans un monde idéal, vous avez beaucoup d'argent à votre disposition, vous êtes décideur au niveau européen, comment est-ce que vous répartissez votre argent? Comment est-ce que vous mettez en œuvre votre programme de Youth for Climate? Sachant que si vous remplissez un budget, vous êtes obligé de… Là, je pose la question à Marie Chureau. Hein. Alors, c'est un peu vaste comme question. Bah, moi, ce qui me vient en tête tout de suite, ouais, c'est exactement comme ce que disait monsieur le député tout à l'heure sur la politique agricole commune. Je pense que les agriculteurs, c'est le métier qui nous nourrit et c'est un des métiers qui nous fait vivre. Et je pense que ils sont trop peu valorisés en fait par la société aujourd'hui. Et voilà, on a beaucoup d'argent. Je crois que c'est un des plus gros budgets du Parlement de l'Europe qui sont alloués à la PAC. Je crois que c'est 38%, je suis pas sûre, je crois que c'est ça. Et il y a vraiment… c'est 38. Ok, pas parfait. D'être vraiment plus juste dans ces métiers-là qui quand même, pour le coup, sont vraiment utiles à la société. Et voilà, et quand on voit qu'aujourd'hui l'agriculture industrielle commune, je crois qu'elle émet 10%, enfin, c'est 10% je perds mes mots, 10% des émissions de gaz à effet de serre. Ouais. À côté. Mais voilà, je pense que c'est vraiment un enjeu majeur parce que c'est quand même ce qui nous fait vivre et pour le coup, ça c'est quelque chose de… Enfin, on peut le changer, mais on ne pourra pas complètement faire une croix dessus sur ce secteur-là. Et puis, je pense aussi qu'il faut investir dans les énergies renouvelables et il faut arrêter… Il n'y en a plus, les ressources elles sont limitées. Et on continue d'en consommer toujours plus et de produire des machines qui utilisent toujours plus d'énergie fossile. Et il faut vraiment, je pense qu'il faudrait vraiment arrêter ça aussi. Et dernièrement, je pense que il faut vraiment investir dans le transport. Notamment en France, mais le réseau ferroviaire en France est vraiment très bien développé et pourtant on l'utilise que très peu. Et justement, je pense que pour financer justement le train, on pourrait justement taxer le kérosène sur les avions. Et là, ça va être frais en France. Ça a été annoncé en tout cas de supprimer. Voilà, c'est ça, remplacer en train. Et je pense qu'à l'échelle de l'Europe, c'est faisable. Alors bien évidemment, pour traverser l'Europe, c'est pas envisageable. Et moi, personnellement, je pense que c'est quand même très important de continuer à faire le lien entre les pays et continuer à avoir des liens et des avions, mais peut-être qu'il faudrait juste en limiter et vraiment développer le train. Moi, quand je veux aller en Allemagne ou en Italie, ça me coûte énormément cher, alors que ça me coûterait 2 fois, 3 fois moins cher en avion. Et moi, j'ai les moyens je peux me le permettre, mais je sais qu'il y a plein de gens qui voudraient voyager et qui voudraient aller découvrir l'Europe. Et c'est pas possible. C'est vraiment, je crois que pour aller en Italie, c'est très important de changer nos modes de transport. Bon, j'ai la chance d'animer avec Claire Manceau un débat avec des gens très, très motivés et convaincus et convaincants. Nous sommes aussi un peu gardiens du temps, donc 19h10, nous allons vraiment aller vers la dernière série de questions. La dernière série de questions, c'est une fois que vous avez dépensé votre argent, à cœur les parlementaires européens,
nous avons eu peu de questions là-dessus parce que finalement, dans la complexité de la machinerie européenne, les gens ne savent pas forcément comment la pompe est alimentée. Et en même temps, il y a, je dirais, une inquiétude rampante en disant que les bonnes idées ne manquent pas, mais qu'en final, on va dépenser beaucoup d'argent, on va emprunter si les États arrivent à se mettre d'accord, ce qui reste à vérifier. En tout cas, la proposition de la Commission qui est, vous me contredirez ou non, très novatrice en termes d'un bond en avant de ressources propres et contient des éléments encourageants et intéressants pour les environnementalistes, notamment sur taxe carbone, taxe plastique et puis également le numérique. Et ça, c'est des choses qui ont été peu couvertes par les médias nationaux, donc je ne suis pas étonné que nos auditeurs ne s'en fassent pas l'écho, mais ça mérite certainement un dernier point d'élaboration. Peut-être, Claire, tu peux nous encadrer ce débat avec les questions précisément qui ont été posées par nos auditeurs. Voilà, donc 2 questions sur les recettes ressources propres. La première, et puis la seconde, pensez-vous que la mise en place de taxes sur les produits à forte valeur carbone pourra aboutir ou ressembler à l'échec du marché des quotas d'émissions de Romain de Loire-Atlantique? Donc, on va faire un dernier tour de piste. Vous englobez ces 2 questions dans la question plus générale des recettes et des ressources. Nous nous adressons à un public qui mélange des spécialistes et des généralistes. Donc, il faut vraiment que vous simplifiez aussi votre vocabulaire sur finalement l'argent vient d'où et avec dans des problématiques qu'on connaît bien en France, des gilets jaunes en disant tout ça c'est très bien, mais qui paye et qui va payer? Et qu'est-ce que vous espérez? Alors, on prend les choses, Claire, dans l'ordre que tu suggères. Allez, monsieur Andrieux. Au hasard. Merci. C'est un sujet un peu complexe, mais on va essayer de faire ça simple. Mais vous êtes tous des parlementaires chevronnés, donc vous nous faites des réponses en 3 minutes qui synthétisent l'état actuel de la situation. Tout à fait. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Europe n'a pas de budget, voilà, propre. C'est-à-dire que l'Europe dépend aujourd'hui donc des ressources que lui verse donc d'un prélèvement donc sur en gros les 1% du PIB, du revenu national brut. Et donc chaque État participe à hauteur de 1% de son PIB donc, au budget de la communauté européenne. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme une espèce de dotation que chaque État, pour faire une image, c'est pas tout à fait ça, mais donc au budget de l'Union. Et ça compose le budget de l'Union pour l'essentiel du budget de l'Union. Il faut savoir que ce budget a évolué, je l'ai évoqué tout à l'heure, entre 1988 et 2004, puisqu'en 87-88, on avait, en fait, c'était l'inverse, il y avait 80% du budget qui était financé par des ressources propres, c'était principalement les taxes douanières et la TVA, donc, et en 2004, propres dites donc sur la TVA ou sur les droits de douane, se sont évidemment infiniment, pour des raisons d'évolution qu'on n'a pas le temps d'exposer là, réduites. Et donc, ça veut dire que l'Europe aujourd'hui est très dépendante de chacun des États. Et comme les décisions budgétaires ne peuvent se prendre qu'à l'unanimité, donc vous imaginez ce que ça veut dire qu'à 27, décider des stratégies de recettes. Parce que finalement, ce qu'il faut dire aussi à nos auditeurs, c'est que le Parlement, je dis souvent, c'est un Parlement hémiplégique, le Parlement européen. C'est-à-dire que nous votons les dépenses, et nous ne votons pas les recettes. Parce que les recettes sont les États et le Conseil qui les votent. Le seul pouvoir qui est le nôtre, c'est de refuser la proposition du Conseil. Ce que j'espère nous avons. S'il n'y a pas en face en politique, c'est assez simple, il y a les objectifs et puis il y a les moyens. Voilà. Et si les deux ne concordent pas, les politiques ne peuvent pas se mettre en œuvre. Et on est un petit peu dans cette situation-là, dans ce moment. Donc, ce que nous avons proposé au regard de la situation du moment, à la fois des enjeux climatiques, mais à la fois se rajoutent à ça les enjeux de la crise du Covid-19. Donc voilà, et la Commission propose de faire un pas supplémentaire, moi j'appelle ça presque un pas fédéral. On est entre nous, pour certains c'est un gros mot, mais c'est de ça dont il est question, c'est-à-dire que on va proposer au Conseil de mettre en place des ressources propres, d'accord, pour renforcer l'autonomie du
du budget européen, donc, et sans peser sur le budget des États. Citoyens européens, c'est pas par de l'impôt, nous avons fait un travail d'identifier là où nous pouvions aller chercher des ressources pour financer ce projet ambitieux, sans peser sur le budget des États membres, ni sur les portefeuilles, les porte-monnaies des citoyens européens, citoyens contribuables. Et là, on a identifié un certain nombre de ressources propres, effectivement. Vous avez cité, il y a donc l'ETS, c'est-à-dire l'échange de quotas d'émissions, donc voilà, qui pourrait, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on pourrait le faire, on n'a pas trop de temps, et on a chiffré, nous, ce que ça pouvait rapporter. C'est 3 à 10 milliards d'euros par an si on mettait en place donc, ETS, donc ça pourrait rapporter au budget de l'Union. Il y a la contribution sur les emballages plastiques, donc non recyclés. Pourquoi dans mon déroulé. Donc, il y a le mécanisme d'ajustement donc, de carbone aux frontières qui pourrait rapporter autour de 20 milliards d'euros par an. On change déjà de catégorie. Il y a la taxe sur les services numériques qui pourrait rapporter autour de 5 milliards d'euros par an. Il y a l'impôt sur, je dirais, les milliardaires et les multimillionnaires, dans les grandes fortunes européennes. On a dit tout à l'heure dans l'introduction du débat qu'on avait assisté dans ces 50 dernières années à un écart énorme entre les plus riches concentrés et une grande masse de paupérisation de la population globalement. Et bien là, si on arrivait à imposer les milliardaires au niveau européen, les multimillionnaires, ça représenterait une recette fiscale de 150 milliards d'euros par an. Vous voyez, un delta entre la taxe plastique qui représente 5 milliards d'euros par an et un impôt de 1% à 2% sur les milliardaires qui représente 150 milliards d'euros par an. Ces éléments-là sont au cœur du débat. Donc, il va appartenir au Conseil donc, de nous dire ce qu'il choisit finalement. Et c'est le cœur du débat, parce que moi, je pense qu'effectivement, cette notion-là, comment dire, de permettre à la Commission d'emprunter sur les marchés financiers et de dire qu'à travers, donc c'est nouveau, c'est un emprunt communautaire, d'accord? Et dans cet emprunt, on va le rembourser par le biais de ressources propres nouvelles, donc c'est un moment historique pour le devenir de l'Union. Mais là, effectivement, on le voit dans les débats, déjà, la mutualisation de la dette a été une question très dure dans laquelle certains États, dont je tairai le nom, les États dits frugaux, on les connaît, on peut le dire, c'est la Suède, le Danemark, la Finlande, donc l'Autriche et les Pays-Bas. Ouais. Voilà, schématiquement, parce qu'il y a des histoires différentes, il y a des sujets différents qui ne veulent pas participer du commun. C'est un sujet majeur. Oui, c'est des trucs compliqués, c'est qu'ils ont obtenu aussi des rabais dans les négociations précédentes. Hein, donc exactement. Tout ça, chacun se tient à la culotte. Hein. Oui, c'est pour ça que les rabais, il faut profiter, je fais partie de cette école-là, mais on partage ça, je crois, avec Michel. Milliards d'euros par an. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut qu'on soit cohérent, ou on a une ambition commune. Et je le redis, on regarde un enjeu qui est commun. Le climat est un enjeu commun, qu'on soit danois, suédois, finlandais donc, ou espagnol, français. On parle de la même structure. Et le Covid-19 a révélé combien des sujets comme cela étaient le Covid-19, c'est une crise qui est comment dire, qui est pour tout le monde, quoi. Elle n'est pas une crise asymétrique, c'est une crise symétrique. Donc, il faut bien prendre la mesure des enjeux qui sont devant nous. Et là, le débat qui est ouvert, c'est ça. C'est dire, voilà, aujourd'hui, il y a des enjeux, il y a un projet, on est d'accord sur le projet, il faut des moyens pour y parvenir, décidons en commun. Et c'est vrai que dans ce moment-là, je le dis à tous les auditeurs, c'est un moment, comment dire, historique pour l'avenir de l'Union. Nous sommes en train de passer d'une union, je dirais, d'addition à une union de projets, quoi. Parce qu'il faut qu'on sorte du mécanisme où on n'est pas 1 plus 1 plus 1 qui fait 27, ça ne marche pas. Donc, on a vu les limites. Il faut qu'on apprenne à penser globalement au regard d'enjeux qui sont des enjeux communs, et le climat est l'enjeu principal dans cette séquence-là historique. Bon, vous avez raison de souligner effectivement l'importance du momentum politique. Et puis, en laissant la parole à Michel Rivasi, je veux aussi faire l'avocat du diable en disant que tout le monde, mais en finale, on sait que c'est le Conseil qui décidera. Donc, qu'est-ce que vous voyez, je dirais, comme d'un point de vue réaliste, où serons-nous si nous recommençons un webinaire dans un an? Quelle est votre marge d'espérance, Michel Rivasi, par rapport à ce dialogue sur les ressources propres?
Micro. Oui, microphone. Donc, Michel Rivasi nous parle, mais moi, je ne l'entends pas en tout cas. Bon, non, effectivement, sans micro, on n'y arrivera pas. Mais bon, sinon, je dirais la question est… Entendez-vous sur la question de complément de ce que Éric Andrieux nous a expliqué sur les ressources propres et le bon en avant possible. Mais bon, sinon, je laisse la parole à Marie Chureau si on ne peut pas lui dire que son micro est coupé parce qu'elle nous parle, il n'y a pas de doute. Marie Chureau, sur ces recettes, vous, qu'est-ce que vous dites sur Youth for Climate? Et finalement, qui va payer? Parce que vous êtes vraiment très concerné. Qui fait-on payer? La génération suivante ou est-ce qu'on fait payer tout de suite les multinationales? Moi, je pense qu'il y a 2 temps. Là, l'urgence, elle est à la transition écologique et elle doit se faire le plus rapidement possible. Elle doit s'amorcer le plus rapidement possible parce que si l'urgence, c'est parce qu'on n'a pas le temps d'attendre. Et quand je vois la crise du Covid qui n'est pas terminée, mais quand on voit le nombre d'argent qui a été créé pendant cette crise, on se demande pourquoi on ne pourrait pas débloquer cette même somme pour justement la crise climatique qui est déjà en cours. Et justement, nous, on pense que cette crise-là, on ne la considère pas encore comme une réelle crise, au même titre que la crise du coronavirus qui a eu un impact économique énorme. Là, on ne s'en rend pas forcément compte et je pense qu'il y a peut-être aussi un déni et c'est pour ça que chez les politiques, parce que même si en général les politiques prennent les enjeux, et justement, je pense qu'il y a moyen en fait enfin, pourquoi pendant la crise du coronavirus on a pu sortir une énorme somme d'argent et là on ne peut pas. Il y a vraiment, enfin, il faut en fait l'heure est, il faudrait recentrer les priorités en fait. Bien sûr que la crise du coronavirus elle était essentielle. Enfin, il était essentiel de sauver les entreprises et essayer de mettre de l'argent là où il y en avait besoin. Mais justement, du coup, il faudrait aussi faire le lien entre cette crise climatique parce que finalement, dans cette crise-là, il y a plein d'études. Là, il y a l'IPBES qui est l'équivalent du GIEC, mais sur la biodiversité, qui a expliqué que pendant la crise climatique, durant cette crise, voilà, il faut s'y préparer et il faut amorcer la transition tout de suite parce que des crises comme le coronavirus, il y en aura plein. Et donc, il faut sortir la même somme d'argent que ce qui a été sorti pour le coronavirus. Je pense que dans un deuxième temps, quand on aura un semblant de... Enfin, on aura commencé la transition et on y sera vraiment, là, effectivement, il faudrait mettre en place une taxe, je pense au kérosène, par exemple, ou effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà rediriger les finances, donc voir avec l'évasion fiscale et on peut vraiment récupérer de l'argent dans le domaine de la fiscalité et oui, la taxe du plastique, tout ça. Mais je pense que ça, c'est dans un deuxième temps. Bon, merci Marie. Je vais terminer sur ce… Oui, ça y est. Si vous avez entendu la présentation d'Éric Andrieux sur les ressources propres, oui. On a bien compris les enjeux, mais je vous pousse dans vos retranchements en tant que parlementaire européenne. Finalement, nous sommes nombreux à souhaiter ce bond en avant, mais ce bond en avant aurait lieu, nous allons le voir. Et finalement, où serons-nous dans un an? Quelle est votre part d'espérance? Quelle est la dose de réalisme qu'il faut introduire dans cette espérance? Ou est-ce qu'il faut croire vraiment que nous arriverons à un grand bond en avant dans les ressources propres? Mais je pense que le fait que la Commission ait proposé les 750 milliards d'euros par rapport à la crise économique et qu'on ait ces Corona Bonds, cette mutualisation de la dette dont tu as parlé, Eric, c'est très important. Corona Bond, c'est un gros mot. Hein. Alors, Corona Bond, c'est des emprunts mutualisés pour aider les pays qui ont eu
les radins, comme on les appelle, hein, tu en as parlé, c'est le Pays-Bas, la Suède, l'Autriche, etc. Si Mme Merkel et M. Macron arrivent à leur dire que s'ils refusent ça, ils refusent les ressources propres qui permettent de payer justement ces emprunts, sans pénaliser, ce n'est pas un impôt européen, c'est des contributions pour abonder le budget européen. Si on loupe ça, ça sera très difficile pour l'Europe. Et je pense que la dynamique sur la crise du coronavirus a fait bouger des lignes. Déjà, les lignes en Allemagne, quand même, ce n'était pas évident. Si on se recule 6 mois avant, on ne l'avait pas. Et en plus, ça joue sur nos enjeux. Tout à l'heure, on parlait du climat. Produit où on ne tient pas compte du déplacement, donc on ne tient pas compte, vous voyez, du dégagement du CO2. Je veux dire qu'on peut parler de délocalisation, on peut parler de souveraineté, ça rime à rien. Donc la taxe carbone, elle est très importante. Alors la taxe sur le plastique, tout ça, c'est… Il y a aussi la taxe sur les transactions financières. Vous savez, on en avait parlé il y a déjà une dizaine d'années. Il y avait une dizaine de pays qui étaient d'accord, parce que ça aussi, tous ces gens qui jouent avec l'argent, qui jouent avec les actions, etc., si on les taxe, ça peut contribuer de façon énorme à renforcer le budget européen. Mais moi, j'ai un espoir. Vous voyez, je suis, même des fois, si je suis très critique sur certaines choses au niveau de l'Europe et du poids des lobbies, des États membres qui veulent véritablement construire cette Europe, on pourra s'en sortir parce qu'on va introduire la solidarité. Et tout à l'heure, quand on parlait de l'énergie, de l'agriculture, de la santé, etc., il y a aussi l'égalité homme-femme. C'est quand même l'Europe qui porte ça aussi. Il y a plein de choses et c'est nos valeurs qu'il va falloir porter. Parce que si on ne réussit pas ça, ça sera la guerre. Donc il faut qu'on… C'est bien sûr avoir ces valeurs européennes et rajouter par rapport à la qualité de vie et non pas par rapport à l'enrichissement personnel et l'augmentation des injustices. Parce qu'on n'a qu'une planète, hein, on n'en a pas 36. Et moi, j'espère que ça sera une prise de conscience où il faut moins consommer, où il faut consommer plus local, où il faut aider beaucoup plus la personne. Quand je parle commun et pas pour le bien de certains. Mais pour ça, il va falloir diminuer ces énormes groupes qui sont supérieurs aux États. Vous voyez, vous ne vous rendez pas compte. Moi, j'ai des sujets très chauds. Quand je m'attaque aux médicaments, quand je m'attaque à l'énergie, au nucléaire, quand je m'attaque à Monsanto avec ses pesticides. Mais c'est des structures qui sont passe déjà par la reconnaissance d'une identité européenne. Et je voudrais que l'Europe, elle soit beaucoup plus forte vis-à-vis de l'Asie, vis-à-vis des États-Unis, etc., qu'elle soit beaucoup plus indépendante, qu'elle soit beaucoup plus souveraine, qu'elle soit beaucoup plus politique. Vous voyez, c'est comme ça que si nous, on défend nos valeurs, si nous, on défend notre modèle, si les gens sont plus heureux, ça sera un modèle où les autres pays dans le monde diront « Eh bien, nous, on veut le même modèle que l'Europe, parce que c'est un modèle démocratique. » C'est pour ça qu'on a cette responsabilité. Eric, qui travaille dans ce sens comme beaucoup d'autres, mais il faut dire qu'aux gens, aller voter, c'est aussi choisir des gens qui veulent défendre cette démocratie, qui veulent défendre notre planète, qui veulent défendre les générations futures. Et si on laisse le marché, parce que enrichit certains de façon scandaleuse, quand on voit Elon Musk qui envoie son satellite, qui fabrique des fusées à titre personnel parce qu'il est super milliardaire,
Mais rien que ça, je trouve que c'est une injustice flagrante du modèle américain. Ben, je n'ai pas envie de ce modèle-là. Et je préfère notre modèle européen. Et pour ça, il y a encore des améliorations à faire. Voilà, si j'ai une conclusion à donner. Merci pour vos plaidoyers. Conclusion, il n'y en aura pas tellement parce que vous avez tous énormément de choses à dire et des choses à dire qui intéressent les gens jusqu'au bout. Je vais tout de même tenter un exercice final sur une minute à chacun pour dire aux participants qu'est-ce que vous pouvez souhaiter. Votre souhait pour l'été pour les participants. Qu'est-ce que eux, à titre d'auditeurs, d'acteurs en Pays de la Loire, vous leur souhaitez pour cet été à court, moyen et long terme? Puisque finalement, vous êtes tous des acteurs engagés. Qu'est-ce que vous voulez leur dire à nos auditeurs pour conclure? Une minute. Qui prend une minute? Moi, je veux bien me lancer, ça va aller très vite, mais moi, je vais… Vous ne serez pas réélu automatiquement, vous avez déjà été élu 3 ou 4 fois. Donc. Mais ça suffit, il y en a assez. Vous savez, la démocratie mérite de la respiration. Voilà. Et moi, je pense qu'il faut savoir aussi s'arrêter, bien sûr. Non, je crois qu'il faut d'abord souhaiter pour l'été que la séquence du Covid-19 ne reprenne pas. Je crois que c'est quand même un sujet qui reste encore d'actualité. Et je pense qu'il faut quand même que nous restions les uns et les autres prudents quant à cette menace qui est réelle. On voit bien que ça est fragile, d'une part. Et plus globalement, nous souhaitons collectivement que la reconquête du sens l'emporte. Et comme disait Michel, je pense qu'il faut que le politique reprenne sa place, donc avec cette volonté-là d'un monde équilibré, juste, équitable, donc dans lequel qui appelle à nous, à la responsabilité ou de la régulation. Et que chacun… Ce n'est pas un objectif de très long terme, c'est un objectif de court terme sur lequel il faut que nous agissions tous ensemble, d'abord citoyens, acteurs et responsables européens. Bon, merci. Michel Rivasi, en une minute, que voulez-vous dire à nos auditeurs à 19h30 le 24 juin? Alors, moi, je vous souhaite déjà un bon été sans virus. Bon, déjà que ce virus s'arrête parce que ça nous prend la tête. Hein, ça. Vous voyez, je viens du train avec des masques, tout ça, je trouve ça quand même très, très difficile. Qu'on profite de nos petits bonheurs. La Loire, c'est un très beau département et je trouve que sans aller très loin tout ça, il y a des coins superbes. Donc, qui profitent et que tout le monde profite, vous voyez, de nos petits bonheurs, de nos paysages et des gens autour de nous. Qu'au niveau des jeunes, parce que je pense un peu à ces jeunes-là qui sont un peu sacrifiés, là, je voudrais vous dire que on a besoin de vous. On a besoin de vous parce que si vous ne faites pas la pression, moi je sens que ce sera un avenir difficile, déjà sur le plan de l'emploi, là de l'éducation. Et donc, je voudrais vous dire que moi je pense très fort à vous et que j'espère que ça va s'éclaircir et que si on arrive à construire une Europe plus fédérale, avec des objectifs communs, ben on s'en sortira. Voilà. Et beaucoup d'amour pour les gens. Beaucoup d'amour. Bon, ben c'est sympa. On va le prendre, le beaucoup d'amour. Tout le monde achète ça volontiers. Il n'y a pas besoin d'acheter d'ailleurs. Il suffit de le prendre. Marie Chureau, est-ce que cette conclusion vous convient? J'allais dire exactement la même chose que Madame la députée. J'allais dire que oui, là que c'est le moment de continuer, oui, exactement, de profiter de ce qu'on a. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de prendre l'avion pour découvrir des choses merveilleuses en France et en Europe sans forcément polluer. Et voilà, chacun peut s'engager à son échelle. On est à un moment de l'histoire assez improbable et voilà. Et on est à une crise. On fait face à une crise majeure et je pense qu'on s'en sortira tous ensemble et toutes ensemble dans la solidarité, main dans la main. Et je pense que
c'est le moment en fait de s'engager, d'aller se renseigner et d'essayer d'agir à son échelle pour essayer de faire changer les choses et pour un monde Nous n'avons pas laissé beaucoup la place au chat, mais le chat est venu régulièrement. Est-ce que vraiment il y a des choses que nous avons ratées en termes de messages de nos auditeurs? Et peut-être veux-tu ajouter quelque chose au nom des 5C, Centre d'information Europe Direct des Pays de la Loire? Oh bah oui, on a raté un certain nombre de questions, hein. Malheureusement, le temps imparti ne permet pas de répondre à tout. Non, moi, je vais citer un auditeur, Jean-Michel Richardot, qui nous dit unis dans la diversité, voilà, qui termine sur la devise de l'Union européenne. Je pense que c'est une bonne conclusion. Bon, eh bien, écoutez, sur Merci, le unis dans la diversité, remercie Churo qui nous a fait une belle complémentarité sur un trio intéressant. Coup de chapeau effectivement à des parlementaires qui sont réélus parce que des parlementaires européens français avec plusieurs mandats, il n'y en a pas tant que ça. C'est un des éléments sur lesquels parfois on se plaint en France, de se dire que finalement on renouvelle, et alors on a le droit de renouveler naturellement, mais enfin des gens qui acquièrent de l'expérience sont quand même utiles dans la durée. Bon, et puis Marie Churo nous montre aussi tout le chemin qui reste à parcourir quand on a… Quel âge avez-vous? 18 ans? J'ai 18 ans. Donc c'est très bien, moi qui en ai 63, si on additionne tout… De belles années, mais de belles années orientées vers une relance européenne plus verte. Et donc rendez-vous avec les auditeurs aussi pour suivre les grandes négociations, parce que ici, on a entendu, je dirais, les souhaits militants, le gros travail mené au niveau du Parlement européen. On va voir les étapes suivantes au niveau du Conseil. Et puis, bon, c'est intéressant de le regarder vraiment avec des yeux européens parce que les médias nationaux, parfois, nous résument les frugaux en radin. C'est parfois un petit peu plus compliqué, etc., etc. Donc, en étant tous attentifs à l'actualité européenne, je vois que nos participants sont encore nombreux. Je leur souhaite aussi un bel été sans… Et donc, coup de chapeau aussi à des parlementaires européens que nous connaissons un petit peu moins parfois dans l'ouest de la France. Et justement, c'est très bien d'aller faire un tour avec des gens qui viennent du sud de la France pour nous changer les idées. Merci à vous. Vous serez cet été, mais vous serez sans doute chez vous. Merci. Merci, bravo pour l'organisation. Une fois de plus. Merci. Merci. Oui. Et merci, coup de chapeau aux 5 CIED des Pays de la Loire qui ont pris cette bonne initiative. Donc, on bouclera ce 3e webinaire. Les auditeurs auront la parole aussi sous forme d'évaluation. Nous sommes toujours preneurs des évaluations. La liaison avec le bureau de représentation du Parlement européen à Paris marche très bien. Les Européens seront peut-être un peu moins actifs sur les webinaires, donc on était content de les attirer ici. Bon, par contre, les militants actifs comme Marie Churo, on les retrouvera. Nous aussi. Nous aussi. Merci beaucoup et bel été à tout le monde et merci pour le temps consacré. Bonsoir.